Alors bonjour, ce mois-ci je vous propose une vidéo sur un peu l'histoire des parcs. Je ne ferai pas tous les parcs parce qu'il y en a beaucoup. C'est de voir un peu l'évolution des parcs. Parce que les parcs, c'est souvent une représentation d'une culture, d'une société, comment les gens vivent à certains endroits. Alors on va un peu se promener à Montréal à différentes époques, à différents endroits. Alors, qu'est-ce qu'un parc? Bon, habituellement, on va penser aux origines d'un parc. C'était un lieu qui était délimité, euh, qui était souvent un privilège d'une classe aisée, une bourgeoisie, une noblesse, une aristocratie, des gens de l'élite et même une certaine époque à la fin du Moyen Âge et même plus tard lors de la Renaissance. La chasse et la pêche, c'est des privilèges de la noblesse. Les gens de la population, la paysannerie n'a pas le droit de chasser ni de pêcher. C'est un privilège. Alors, il y avait déjà, on pourrait dire, des petits royaumes ou des petits domaines préservés par une élite où il y avait des endroits, des oasis de paix, de la nature, des choses qu'on préservait. Mais tout ça va changer avec l'arrivée de la révolution industrielle. Les villes se peuplent rapidement. Les conditions de vie se dégradent rapidement aussi. Alors, c'est des endroits qui sont bruyants, qui ont beaucoup de boucanes. La qualité de vie est moins, se dégrade. Alors, éventuellement, on va penser à améliorer la qualité de vie des gens, éventuellement amener des espaces verts. Un des premiers endroits où on a créé un parc vraiment pour rien faire, on pourrait dire. Parce qu'un parc, c'est aller se promener, c'est de la détente, peut-être quelques activités sportives et culturelles, mais à l'origine, les premiers endroits où on allait marcher pour la détente, c'était les cimetières. Alors, à Montréal, un des premiers endroits qu'on va retrouver, et à mon avis, je pense que c'est le premier endroit, c'est le Champ de Mars. Vers 1814-1815, on va créer la place en arrière de ce qu'on retrouve aujourd'hui l'hôtel de Ville de Montréal. On voit ici le palais de justice et d'autres bâtiments qui sont disparus maintenant, là. Alors, c'était un lieu de foire où il y avait des manèges militaires, des parades, parce qu'il y avait un régiment qui logeait pas très loin. Et les gens étaient toujours fort bien habillés. Les gens se mettaient sur leur dimanche, alors allaient à cet endroit-là. Donc, c'est un premier lieu où on allait se promener vraiment seulement pour prendre le bon air. À une certaine époque, Montréal, à l'époque du régime français, et même jusqu'en 1814, c'est une ville fortifiée. Le Vieux-Montréal est entouré de fortifications. On a une vue à partir du fleuve. Et si vous remarquez, à droite de l'image, il y a une butte ici. Cette butte, on avait même construit une citadelle. Donc, c'était des fortifications françaises. Alors, éventuellement, on va se rendre compte que les fortifications ne servent plus à rien. Alors, on va jeter les fortifications par terre, ce qui va permettre le développement de la ville, surtout du côté nord, là, en s'en allant vers les quartiers populaires qui vont devenir comme quartier Sainte-Marie, le quartier des spectacles d'aujourd'hui. Mais à l'époque, donc, c'est fortifié. Donc, en démolissant ça, on va raser la butte et on va utiliser la terre pour l'aménagement du Champ de Mars. Alors, on voit encore d'autres scènes où il y a des parades et des gens qui viennent se prélasser, passer du bon temps. On a une vue du Champ de Mars dans les années 30. On voit que ça avait complètement changé. C'était rendu un stationnement. Alors, oui, parfois on crée des parcs sur des lieux qui étaient des nuisances et plus tard, ben, on ferme des parcs pour faire, bon, je dirais pas que c'est une nuisance, mais bon. On sort du Vieux-Montréal, un parc qui est intéressant, qui est disparu. C'est le Square Vigie. On est dans le cœur du quartier latin. On sortait du Vieux-Montréal et il y avait des terres qui appartenaient à la famille Vigée. Et pour permettre de l'exploiter, on va donner les terres pour le développement d'un marché à foin qui va devenir plus tard un square public. À l'endroit où c'était marécageux, puis d'ailleurs, c'était le passage du ruisseau qu'on appelle le ruisseau Saint-Martin. C'est un ruisseau qui va être canalisé à la même époque qu'on a détruit les fortifications vers 1814, car le ruisseau, c'était une décharge publique. C'était comme
un conduit d'égout à ciel ouvert. Fait qu'on va refermer ça parce que les odeurs et tout ce qui entourait ces saletés, ben, ça avait dégradé le milieu de vie, puis c'était vraiment désagréable. Alors, ce secteur-là va se développer comme étant le Square Vigée, un lieu de l'élite canadienne-française de Montréal. C'est une époque où, dans ce secteur-là, sur la rue Saint-Denis, par exemple, vous aviez plusieurs maisons d'enseignement. Il y avait l'Université Laval à Montréal, qui avait commencé à cet endroit-là, qui va déménager éventuellement pour devenir l'Université de Montréal. Et l'UQAM revient dans ce secteur-là dans les années 1960. Mais l'appellation quartier latin vient du fait qu'il y a des gens lettrés, il y a des gens, des universitaires dans ce coin-là. Donc, c'est des gens qui ont un peu une aisance avec le latin ou des connaissances. Sur l'image, on voit un peu le bel endroit, puis on voit à l'arrière l'ancienne gare Hôtel Vigée. Alors, le square Vigée s'étendait de la rue Saint-Denis, Saint-Antoine, qu'on appelait la rue Craig autrefois, la rue Vigée, la rue Saint-Hubert, ma grosse face cache le Saint-Hubert. Comme je disais, ça a été un espace marécageux. Et au départ, ça a été pas un square, ça a été un lieu où on vendait du foin pour les animaux. Alors, c'était un marché public. Les marchés publics, c'était aussi un endroit où les gens se rencontraient, mais c'était pas comme un parc, par exemple. Il y avait une notion là, qui était différente. Alors, dans le square Vigée, qui va vraiment s'affirmer à partir du milieu du 19e siècle, on va voir apparaître beaucoup de verdissements, des arbres, des fontaines. On va installer une serre qui va avoir une drôle d'histoire, vous allez voir. Alors, on voit encore la gare ici. Bon, vous voyez que c'était quand même... aujourd'hui, c'est l'autoroute Ville-Marie, hein? Alors, c'est complètement autre chose. C'était donc un haut lieu de la bourgeoisie canadienne-française qu'on voyait là autrefois. Une fontaine, un lieu agréable. Et c'est un endroit où il y avait plusieurs festivités. Les gens se mettaient sur leur dimanche. On est dans le coin où, comme je vous disais, c'est l'élite canadienne française qui est là. Fait qu'on peut voir sur l'illustration les atours des gens, leurs vêtements. C'est quand même des gens d'une certaine classe sociale, là. Dans les début du 20e siècle, le square Vigée, ben, le Vieux-Montréal, le quartier populaire qui est Sainte-Marie, c'est les faubourgs, les quartiers ouvriers qui sont dans ce secteur, ben, la qualité de la quiétude pour un square et aussi pour la bourgeoisie canadienne-française qui va commencer à quitter les lieux pour s'en aller plus vers le nord. Plateau Mont-Royal, alentour du Carré Saint-Louis, ou sinon sur la rue Saint-Hubert ou même un peu plus au nord, à Outremont. On a une vue aérienne qui date, à mon avis, des années 30 à peu près, là. On a la gare Vigée ici. Et ici, on voit que le square Vigée, c'était fait en trois sections, avec deux fontaines et un espace seulement avec de la verdure, du gazonnage et des sentiers pour se déplacer. Alors, la gare Vigie, encore une vue aérienne qui est ici. Alors, l'urbanisation avait gagné sur l'espace et les activités aussi ferroviaires, portuaires, industrielles va chasser un peu, euh, va amener la bourgeoisie canadienne-française à quitter et le square Vigée va finir par disparaître éventuellement. Euh, je vais déplacer mon image ici. Ah, voilà. Vous savez, au milieu des années 1800, au milieu du 19e siècle, il y a un nouveau phénomène qui arrive. C'est, bon, beaucoup de gens quittent les campagnes, viennent vers les villes. Beaucoup d'immigrants aussi viennent de l'extérieur, arrivent dans les villes canadiennes, dans ce cas-ci Montréal. Il y a une grande concentration de gens qui vivent collés les uns sur les autres. Il y a un nouveau phénomène qui apparaît, c'est qu'on va devoir construire des infrastructures d'hygiène publique, des égouts, des aqueducs, puis aussi d'autres genres d'infrastructures qui vont nécessiter des ingénieurs. La révolution industrielle va beaucoup solliciter ces gens-là. Puis peu de formation d'ingénieurs se fait ici, mais il y en a beaucoup qui vont venir de l'étranger au milieu du 19e siècle. Et plus tard à l'Université McGill, puis plus tard aussi à la Polytechnique. Au début du 20e siècle, on va commencer à former des ingénieurs d'ici. Il va y avoir aussi des gens lettrés aussi,
des scientifiques, comme on va les appeler des hygiénistes. C'est des gens qui prétendent qu'en ville, ça prend des espaces pour respirer. Pour une bonne jeunesse, ça prend des parcs, ça prend des endroits où on peut aller courir, l'activité physique. Donc, on commence à voir que le milieu de vie dans lequel on vit, aujourd'hui, c'est une évidence, mais à l'époque, on commence à faire des premières études, par exemple, en Angleterre, à Londres. Euh, dans certains quartiers, on se rend compte que l'espérance de vie est beaucoup plus basse que dans d'autres quartiers plus favorisés. Alors, on se rend compte que la qualité de l'eau, l'air qui est respiré sont des facteurs à ces différences-là. Milieu fin 19e à Montréal, Montréal en 1860 avait déjà eu le surnom de la Calcutta du Nord tellement que c'était insalubre. S'il y a des gens qui connaissent Calcutta encore aujourd'hui, c'est encore très insalubre. Alors, Montréal, c'était un problème de santé publique qui était vraiment aigu jusqu'au début du 20e siècle et même un petit peu après. Un enfant sur quatre d'un quartier ouvrier, comme surtout le long du fleuve Saint-Laurent, n'atteint pas l'âge d'un an. Alors, c'est une mortalité infantile qui est terrible. Alors, il y a l'idée de vraiment de créer des espaces pour cette population-là. Alors, par exemple, il y a trois grands parcs qui vont naître dans la décennie des années 1870, 1880. Il y a l'île Sainte-Hélène, le parc La Fontaine et le parc du Mont-Royal. Ici, on a une vue actuelle. C'est une photo qui date quand même des années 60, à mon avis. Et on a ici l'île Ronde. C'était des îles qui n'avaient pas d'attachement physique avec l'île Sainte-Hélène qu'on voit ici et l'île qu'on appelait l'île aux fraises ici. Alors, c'est toutes des îles qui ont été remblayées pour en former une seule. Alors, c'est de la terre souvent qui provenait du métro qu'on venait de creuser. Et à côté, on a aussi l'île artificielle qu'on a créée, l'île Notre-Dame. On peut voir les dimensions d'origine sur une carte d'une autre époque où on voit encore l'île Ronde, l'île aux fraises et l'île Sainte-Hélène. L'île Sainte-Hélène qui tient son nom lors du passage de Samuel de Champlain à Montréal en 1611. Il va la nommer Sainte-Hélène en l'honneur de son épouse Hélène Boulay. Plus tard, en 1665, un grand marchand de fourrure, Charlemagne, qui fait partie de l'élite montréalaise, euh, il va se faire octroyer le titre de noblesse, ce qui était très rare hein, pour un Canadien ici. Il était né en France, mais il a surtout grandi ici. Ses fils aussi vont avoir des titres de noblesse. Alors, c'est quand même une famille vraiment, pour l'époque, qui avait beaucoup d'envergure. Alors, ils se font donner une seigneurie, parce que quand tu rends des services au roi de France, souvent, ça, ça amenait des récompenses royales, dont on donne des domaines qui vont devenir des seigneuries. Et l'île Sainte-Hélène en fait partie. Alors, Charlemagne va bâtir une petite maison, un petit moulin et une petite exploitation agricole. 1760, c'est la conquête. Euh, on croit même que c'est une légende. Il y a des chances que ça soit pas vrai, que l'armée française, en 1760, plutôt que remettre ses drapeaux à l'armée anglaise, les aurait brûlés sur l'île Sainte-Hélène. Alors, le folklore et les légendes, c'est le fun. On peut peut-être garder ça en quelque part. En 1814, on vient de terminer une guerre de 2 ans, de 1812 à 1814, une guerre britanno-américaine. Le Canada est en guerre avec, avec les États-Unis. Mon Dieu, l'actualité, des fois, ça vient tout le temps nous rechercher avec le monsieur Orange aux États-Unis. Là. Alors, le gouvernement britannique achète l'île Sainte-Hélène pour en faire une fortification. Les travaux commencent en 1820 et se terminent en 1824. Donc, il y a une vocation militaire à l'île Sainte-Hélène. Regardez, ici, on a une vue de l'époque où il y avait donc l'armée britannique sur l'île Sainte-Hélène qui a un regard sur Montréal. On peut voir la montagne au fond. Alors, c'était quand même un endroit assez bucolique quand même, là. L'armée britannique sur l'île avait quand même aussi des activités comme s'occuper de cheptels de moutons et de vaches. Il fallait bien les nourrir, ces soldats-là. Alors, ils avaient donc à à jouer au fermier, au gentleman farmer.
On voit une partie de l'île Sainte-Hélène où on voit le vieux phare de l'île Sainte-Hélène. Le bâtiment, en fait, c'est une armurerie et une caserne, tout ça. Et vous avez une poudrière ici, puis vous avez une autre poudrière à l'extérieur de l'île Sainte-Hélène, pas du vieux phare. Alors, c'est des endroits où il y avait d'autres bâtiments aussi à l'extérieur du phare qui sont aussi pour cette vocation-là militaire. L'île Sainte-Hélène, le vieux fort, n'a pas été créé pour protéger Montréal. Ça a été protégé pour protéger une garnison à l'intérieur du fort et pour mettre en sécurité aussi tous les munitions qu'on pouvait avoir pour une guerre. Alors, ça a eu une mission aussi particulière, le fort de l'île Sainte-Hélène, qu'on va voir à travers les époques. Lors des rébellions de 1837-38, des patriotes vont y être emprisonnés. Lors de 1940, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui vont y être internés, des dissidents politiques qui se sont opposés à la guerre, de participer à la guerre, et aussi beaucoup de gens des communautés italiennes, allemandes qui étaient à Montréal. Beaucoup ont été jugés des ennemis de l'intérieur, alors ils ont été enfermés durant une partie de la guerre. Dans certains cas, pendant l'entièreté de la guerre. Alors, le vieux fort des Sainte-Hélène, ça date des années 1820. Il y a eu des travaux de restauration des fortifications dans les années 1930. D'ailleurs, dans les années 1930, on va commencer à revoir un peu la vocation de l'île. Car déjà plusieurs années avant, en 1870, ben, quelques années même avant, en 1867, le Canada, bon, c'est ça, l'indépendance du Canada, c'est la Confédération. 1870, l'armée britannique quitte le Canada, va céder l'île Sainte-Hélène au gouvernement canadien. Et quelques années après, la ville de Montréal va louer l'espace pour faire un parc. Et il va y avoir, comme vous voyez à l'écran, un traversier qui va permettre de se rendre jusqu'à l'île Sainte-Hélène pour un peu découvrir une vocation bucolique, villégiature. Donc, vous allez avoir des gens qui vont aller profiter de l'air pur de l'île Sainte-Hélène. Puis à travers les époques, c'est une vocation qui va se diversifier. Comme on voit ici, le chalet des baigneurs qui a été bâti dans les années 50, c'est probablement la première piscine extérieure de la ville de Montréal. Donc, c'est un bâtiment intéressant. Et beaucoup de bâtiments sur l'île Sainte-Hélène, en passant, la pierre qui a été utilisée provient du sol même de l'île Sainte-Hélène. Donc, beaucoup de pierres ont la couleur des pierres que vous voyez à l'écran, les pierres brunes, là. Alors, beaucoup de divertissements sur l'île Sainte-Hélène à l'époque, des belles gravures qui nous rappellent ces moments-là. Ah, j'ai trouvé bien drôle la gravure où on voit des gens qui font des courses à obstacles à travers des tonneaux. C'est peut-être un test de sobriété, je ne sais pas. Alors, l'île Sainte-Hélène, éventuellement, son côté villégiature, on va vouloir améliorer certaines choses. Comme par exemple, l'arrivée de l'ouverture du pont Jacques-Cartier en 1930, qu'on appelait le pont du Havre à ce moment, va amener beaucoup de gens et on va cesser de prendre le traversier pour venir sur l'île Sainte-Hélène. D'ailleurs, sur le pont Jacques-Cartier, il devait y avoir à l'origine des rails de tramway, mais ça n'a pas eu lieu. On a donc créé un service d'autobus, de navette, pour aller sur l'île Sainte-Hélène, pour encore profiter de la villégiature. Les années 30, on a en tête les idées de restaurer, de rénover les infrastructures dans l'île, mais il y a la crise économique de 1929 qui vient bloquer ça un peu, mais on va réussir à faire des travaux dans le cadre des travaux publics financés par les paliers de gouvernement, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la ville de Montréal vont créer toutes sortes de travaux publics pour résorber le chômage qu'il y avait à l'époque, dont la fameuse tour qu'on voit sur l'île Sainte-Hélène. On peut penser qu'elle est ancienne, mais pas du tout. Elle date de 1932, ce qu'on appelle la tour de Lévis. Et d'ailleurs, la tour de Lévis, dans les années 60, en 67, on avait reçu un orgue pour l'exposition universelle de 1967. Alors, quand les gens allaient visiter l'expo, ils pouvaient entendre des choses jouer à partir de cet orgue. Après l'expo, l'orgue avait été déménagé à l'édifice de la Sun Life au carré Dorchester. Cette grande tour-là, son utilité première, c'est un réservoir d'eau.
C'est pour amener de l'eau aux fontaines qu'il y avait dans le parc autrefois. Aujourd'hui, c'est un autre système, mais à l'époque, c'était ça. Alors, c'était une belle manière de créer des emplois et de créer des abreuvoirs dans l'île pour les visiteurs. Durant ces travaux-là, ben, on voit plusieurs bâtiments quand on va marcher dans l'île qui datent de cette époque-là, des travaux des années 30 sur l'île Sainte-Hélène, comme ces toilettes publiques, qui est un chalet aussi, parce qu'il y a un terrain de jeu juste en face. Les années 50, c'est l'époque aussi où le phare de l'île Sainte-Hélène devient un musée. Va vraiment perdre un peu sa vocation militaire, sauf dans les années 70 où, lors de la crise d'octobre, quelques personnes vont y être détenues. Alors, l'île Sainte-Hélène, un lieu de villégiature qui a été un lieu, on pourrait dire, pour la famille Lemoine, plus tard pour un lieu de villégiature et plus tard un lieu d'entraînement militaire aussi, et puis une caserne aussi. Alors, plusieurs pages d'histoire pour l'île Sainte-Hélène. C'est un survol, comme je vous dis, alors je pourrais aller plus en profondeur, là, pourriez vous dire, mais c'est des choses qu'on pourrait faire éventuellement dans d'autres capsules. Le pont Jean-Cartier, comme je vous disais, amène la fin du traversier. Évidemment, l'exposition universelle de 1967, c'est marquant. On trouve le pavillon des États-Unis ici. Des œuvres d'art qui sont toujours présentes, des œuvres d'art publiques sont toujours présentes sur l'île Sainte-Hélène. Puis éventuellement, en 1967, c'est l'ouverture aussi du parc d'amusement qui est La Ronde. Éventuellement, après l'expo, quelques années après, on va créer le parc Jean-Drapeau, qui est un peu la gestion des trois îles qu'on parlait tantôt, l'île Notre-Dame. On va avoir aussi l'île Ronde et l'île Sainte-Hélène. On retrouvait aussi le fameux restaurant Hélène de Champlain, qui a été bâti aussi lors de la période de la création d'emplois. On s'en va dans le plateau Mont-Royal, le parc La Fontaine. Le parc La Fontaine, lui, un peu comme l'île Sainte-Hélène, a eu une vocation militaire. Mais à l'origine, c'était une ferme. Il y avait un dénommé James Logan, un Écossais, qui était venu ici. C'était un boulanger de métier. Et il avait acheté une terre qui partait de la rue La Gauchetière, qui se rendait jusqu'à la rue, on pourrait dire à peu près Laurier. C'était quand même un bon lopin de terre, hein. Alors, et là-dessus, il y avait une ferme. Et on peut voir sur une gravure de 1874 ou 79, je pense que c'est 79, des restants des bâtiments de la ferme Logan. Il élevait des chevaux, des vaches. On y pratiquait on y faisait aussi pousser des carottes, des betteraves. Il y avait quand même une production intéressante. On est dans le domaine des gentlemen farmers, c'est-à-dire des gens qui vont exploiter une ferme, mais avec des employés. Euh, Éventuellement, la famille Logan va commencer à vendre des parties de son terrain, comme des terrains en bas de la rue Sherbrooke, qui vont devenir du lotissement pour faire de l'habitation. D'ailleurs, vous avez une rue Logan qui nous rappelle le passé de cette famille dans le centre-sud, là. Et aussi au nord de la rue Sherbrooke, c'est des terres qui vont être vendues plus tard aussi. L'armée britannique va acquérir un espace qui est grosso modo l'espace du parc La Fontaine. Ça va être un lieu d'entraînement et l'armée britannique, donc, s'y installe à partir de 1845. On a une vue aérienne qui date d'environ 1948-49, peut-être 1950, car le bâtiment qui est ici est disparu. Vous avez un peu plus loin l'hôpital Notre-Dame. Ici, en face du parc La Fontaine, vous avez l'étang du parc La Fontaine. C'était l'école supérieure Jacques-Cartier. Puis un peu plus tard, d'après moi, c'est une photo des années 30 parce que l'école qu'on appelle l'école du plateau, qui a été bâtie dans les années 30, serait ici. Alors, petite correction. Alors, donc, il y a des bâtiments d'utilité publique comme des écoles qui se retrouvaient sur ce terrain-là de l'ancienne ferme Logan. Alors, l'armée britannique achète, et comme pour l'île Sainte-Hélène, l'armée britannique se retire après la Confédération. 1870, ça concorde avec l'île Sainte-Hélène. Le gouvernement reprend le terrain. Et en 1874, en même temps que l'île Sainte-Hélène, la ville de Montréal va louer l'espace, puis éventuellement l'acheter pour créer un parc qu'on va appeler le parc, à l'origine, le parc Logan.
c'est plus tard, au début du 20e siècle, que le parc va devenir le parc La Fontaine. Et d'ailleurs, il y a un combat un peu entre les anglophones et les francophones. Les francophones souhaitaient un nom nationaliste, Saint-Jean-Baptiste, et aussi les anglophones cherchaient un personnage, il souhaitait que ça se nomme Salaberry, en l'honneur de l'officier canadien-français qui s'était battu avec l'armée britannique en 1812 pour repousser l'armée américaine qui était venue, qui avait franchi les frontières. Alors, on va choisir plutôt un consensus. Le parc La Fontaine, en l'honneur de Louis-Hippolyte Lafontaine, qui était un politicien très nationaliste et qui était même sympathisant des Patriotes à une autre époque, mais qui va penser que, bon, l'avenir peut-être des Canadiens français, c'est dans le Canada. Et, bon, je ne défends pas cette vision-là, ni ou je m'y oppose, mais c'était sa vision. C'était donc, un personnage qui est considéré comme un personnage de consensus pour les anglophones et les francophones. Ici, c'est une carte que j'ai trouvée dans l'un des cahiers d'histoire de la Société d'histoire du plateau, qui font d'ailleurs des excellentes revues. On a la rue Sherbrooke ici. On a le boulevard Saint-Laurent. On appelait autrefois le chemin Saint-Laurent. Et un peu plus loin, regardez ici, vous avez la rue Saint-Denis. On a l'Institut des sourds et muettes qui est ici. À l'époque, c'était pas très grand. Et l'Institut des sourds et muettes date des années 1860. Donc, ce que vous avez ici, le tronçon, c'est le début de l'ouverture de la rue Saint-Denis grâce à l'Institution des sourds et muettes. Donc, on va commencer à ouvrir la rue Saint-Denis à cette époque-là. Mais remarquez ici, on voit le domaine de la famille Logan euh, au bout de leur propriété. Ah, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, la famille Logan avait une maison qui était située grosso modo à l'angle, au beau milieu de la rue, beau milieu de l'angle de l'avenue Mont-Royal et de la rue Garnier. C'est une demeure assez cossue qui était en place jusqu'en 1908. Est-ce que ça a été au milieu de la rue jusqu'en 1908? Non, parce que l'avenue Mont-Royal, dans ce coin-là, en 1908, n'existait pas. Alors, éventuellement, il y a un incendie qui se passe en 1852 en bas de la rue Sherbrooke, dans les quartiers populaires, dans les quartiers ouvriers, et ça va amener un mouvement de population en haut de la côte, au nord de la rue Sherbrooke, car en bas de la côte, on va exiger une réglementation de bâtir en pierre et en bois. Alors souvent, ça a tendance à repousser des gens qui vont aller s'établir un peu plus loin pour se sauver des frais de construction. Alors, éventuellement, la création du parc La Fontaine aussi devient un besoin car il y a une densité de population qui va avoir besoin d'un service comme un parc. Hein. Alors, on arrive dans le 20e siècle. Vous savez, dans l'histoire de Montréal, il y a deux, on pourrait dire, fonctionnaires qui ont eu une empreinte importante dans l'histoire de Montréal. Le Jacques Vigée, à qui on doit, par exemple, les armoiries de la ville de Montréal. Mais il y a aussi voyons, Claude Robillard à qui on doit beaucoup de nouveautés dans les parcs à Montréal dans les années 1950. Alors, pas juste dans le parc La Fontaine, mais au parc La Fontaine, on lui doit, par exemple, le Jardin des Merveilles, qui est en place de 1957 jusqu'en 1989. Une manière à la population urbaine de garder un contact avec les animaux. Vous savez, à une certaine époque, il y a déjà eu un monde rural sur l'île de Montréal, mais c'est disparu. Alors, un peu de remettre en contact les gens avec ça. Et les animaux, il y avait plusieurs enclos. C'était fait sur la thématique des contes et des légendes. Hansel et Gretel. Ici, on a Humpty Dumpty. On a, ça, c'est l'Arche de Noé. On a la baleine dans Jonas et la baleine. Alors, vous voyez que le parc La Fontaine attirait beaucoup de gens grâce au Jardin des Merveilles. Euh, Une autre chose importante aussi, c'est intéressant, c'est les fameuses serres que je vous parlais du Square Vigée qui vont être déménagées en 1889 dans le parc La Fontaine, à l'emplacement où vous avez le monument à voyons, Dollard des Ormeaux. Alors, Dollard des Ormeaux, le monument qui est installé dans le parc dans les années 20, était installé ailleurs au départ. Alors, il y avait une serre comme au Square Vigée, puis dans cette salle du Parc La Fontaine,
La ville de Montréal faisait pousser des fleurs, toutes sortes d'essences, de fleurs et de plantes pour décorer le paysage de la ville, dans des parcs, des bordures de chemin. Alors, et la serre va fermer en 1930 parce qu'il y a un endroit qui a ouvert, qui a eu cette fonction-là. C'est un endroit peut-être que vous connaissez, le jardin botanique. Alors, éventuellement, ces serres n'ont plus d'utilité. On va les raser. Euh, j'ai trouvé sur le site de la Grande Bibliothèque, il y a plusieurs années, cette page d'un facsimilé d'un journal. On peut voir la serre, puis on peut voir aussi la serre qui est ici. Ici, vous avez la rue Rachel, ici, et vous avez la rue qu'on appelle la rue du Parc-la-Fontaine, qui descend vers le quartier Centre-Sud, là. Il y avait aussi cette maison-là. Sur l'image, on la voit ici. Elle serait à peu près dans le coin de la rue de la Roche. Dès l'ouverture du parc La Fontaine, c'est une maison qu'on avait construite pour le jardinier du parc La Fontaine, un dénommé Pinotto, qui va avoir un adjoint qui va le remplacer à son décès. Quand M. Pinotto décède en 1911, il y a un autre jardinier qui vient le remplacer. Les deux sont français et c'est un peu à eux qu'on doit le design des sentiers dans le parc et aussi les deux étangs qu'on a. Il y avait déjà un filet d'eau qui passait dans le parc, mais c'est grâce à ce filet d'eau que ces architectes-là en parc, en paysage, vont créer ces étangs-là. On voit encore une belle famille, des gens bien endimanchés qui s'en vont au parc La Fontaine. C'est des beaux milieux de vie. Il y a une époque aussi, les voitures étaient moins courantes qu'aujourd'hui. On était fier d'aller montrer son véhicule. Le véhicule, on le faisait baptiser même à certains endroits, hein. Alors, oui, le parc La Fontaine a eu des voitures qui se promenaient sur le bord de ses étangs. Aujourd'hui, ça serait un peu un blasphème. Aujourd'hui, c'est peut-être des vélos et c'est d'autres genres de personnes qui blasphèment après moi parce que je fais du vélo. Alors, oups, pardon. Alors, encore des belles images aussi du Jardin des Merveilles. On arrive au parc du Mont-Royal. Le parc du Mont-Royal, qui est un parc aussi très emblématique de Montréal. C'est les poumons de Montréal qu'on dit. À l'origine, le parc La Fontaine, c'est une montagne, effectivement. Là, par exemple, on voit le lac des Castors, qui a été construit un peu comme les travaux de l'île Sainte-Hélène durant les années 30 pour créer des emplois. C'est un lac artificiel où on avait trouvé au moment des travaux des barrages de castors. Alors, c'est pour ça que le lac est devenu artificiel, le lac des castors. On a une vue du milieu du 19e siècle de Montréal à partir de la montagne, en regardant vers la vieille ville. Alors, la montagne, c'est un lieu de villégiature pour des gens. Les gens, ils vont s'y promener. Et éventuellement, quand la ville va commencer à s'urbaniser, on en parlait tantôt, la qualité de vie se dégrade, il y a des gens qui vont commencer à aller habiter un peu plus loin et même habiter près de la montagne. Alors, à l'époque, si c'est à la campagne, alors aujourd'hui, c'est peut-être à 15-20 minutes d'autobus ou de vélo, mais à l'époque, on est loin de la ville, on est dans la tranquillité. Une première chose va changer sur la montagne, c'est l'arrivée d'un cimetière en 1852, cimetière protestant. Plus tard, c'est les catholiques. Les Juifs vont avoir aussi leur cimetière. Et tout ça dans les années 1850-1860. On va avoir un changement, c'est en 1876 avec la création du parc du Mont-Royal. Il y a, comme je vous disais, des problèmes de santé publique. On a besoin d'endroits pour l'air pur. La création du parc du Mont-Royal à l'époque, c'est vraiment l'une des plus grandes dépenses publiques pour exproprier des gens qui étaient là pour la création de cet espace-là. Et on va faire affaire avec un architecte paysagiste, Frank Frederick Law Olmsted, qui a fait plusieurs parcs, dont un à Portland et le fameux Central Park à New York. Ici, on a une représentation de l'avenue du Parc au début du 19e siècle, et même peut-être vers les années 1820, 1830, et même peut-être à l'époque même du cimetière. C'est une époque où le chemin s'appelle l'Upper Blurry Street, parce que l'avenue du Parc, qui s'appelle du Parc pour donner accès au parc du Mont-Royal, le Upper Blurry Street, c'est parce que l'avenue du Parc, c'est une continuation au nord de la rue Bleury. Alors, l'avenue du Parc
à l'origine, c'était un petit chemin de campagne, comme vous voyez ici. Et on va commencer à exiger des accessibilités plus faciles à la montagne. Il y a des groupes dans la population et même des élus. Ça prend des chemins pour se rendre jusqu'au cimetière. Alors, éventuellement, l'accessibilité à la montagne commence à être discutée par le type de chemin qu'on va y avoir. Et en parlant d'accessibilité, vous savez, selon les communautés, le regard sur la mission d'impact, ça m'a surpris à l'époque, ça m'a intéressé, mais avec le recul, on comprend. Les échevins, comme vous voyez ici, là, on a un tramway, le numéro 11, qui a accès à la montagne. C'est le tramway numéro 11. D'ailleurs. L'autobus qui se rend sur la montagne aujourd'hui, c'est l'autobus numéro 11. Alors, c'est un tramway qui permettait de mener en haut de la montagne. C'est la création de la voie Camillien-Wood. Alors, beaucoup de gens sont contre ça chez les élus anglophones. Car un parc, c'est supposé pas avoir de véhicules électrifiés ou à essence. Alors, c'était un blasphème pour eux. Tandis que chez les Canadiens français qui vivent dans des quartiers où les espaces verts, c'est un peu plus rare, c'est un peu moins accessible. De rendre ça plus accessible, c'est rendre la villégiature plus démocratique. Alors, il y avait deux points de vue. Alors, le tramway va être en fonction de 1924 jusqu'en 1958. D'ailleurs, pour vous parler un peu de l'apparence que le parc du Mont-Royal puis ses atours, ben, si vous êtes sur l'avenue du Parc, en passant, une belle lecture que j'ai faite, c'est un scan que j'ai fait. Je pense que c'est le livre de M. Yves Desjardins qui a fait un livre sur l'histoire de l'avenue du Parc. Une grosse belle suggestion, une belle lecture que j'ai faite. Vraiment intéressant. On voit l'aréna de l'Université McGill. À son emplacement, on retrouvait une maison assez cossue, une maison bourgeoise, une maison de l'élite montréalaise qui est venue s'installer sur les flancs de la montagne. Donc, il y avait déjà aussi une vision que les abords de la montagne puis de l'avenue du Parc, ça devrait être des maisons. Il y a des gens qui ont pensé ça, que ça devrait être des maisons de qualité, hein. Alors, pour faire face à ce beau parc-là. Alors, il y avait cette mentalité-là aussi de garder un côté champêtre. Et le côté populaire risquait peut-être de dénaturer le côté du parc. Néanmoins, le parc voit apparaître des installations comme le chalet là, du parc du Mont-Royal, là, une œuvre de l'architecte Aristide Beaugrand-Champagne, à qui on doit l'église Saint-Michel, Saint-Antoine, Saint-Michael, Saint-Anthony's dans le Myland, là, au coin de Saint-Urbain et de Saint-Viateur. J'ai cherché un petit peu. Alors, donc, l'accès au Mont-Royal pour la population, c'est vraiment quelque chose de sacré. À l'époque, on peut voir les premiers chemins qui menaient à la montagne. L'accès à la montagne, c'était particulier. C'était une expédition. C'est intéressant parce qu'à une certaine époque aussi, les gens riches, les gens aisés avaient beaucoup plus de temps de loisirs qu'aujourd'hui. Parce que les gens, aujourd'hui, la classe moyenne, la classe populaire, ont des journées de congé. Sinon, autrefois, c'était de travailler à l'usine 6 jours par semaine. Alors, l'accès à la nature, c'était important. Il y avait un autre accès qui était possible aussi, c'était via un funiculaire. Si vous vous placez au coin de l'avenue du Parc et de la rue du Luth, il y avait ce funiculaire qui était en place pendant une trentaine d'années. On y a mis fin parce que c'était en mauvais état, donc on a juste mis fin au projet. Alors, ça devait être fort agréable. On peut voir la belle vue sur la ville à partir de la montagne. Donc, pour avoir accès à la montagne, il y a des gens aussi qui disaient qu'il fallait que ça se mérite aussi. Euh, il y a eu la croix sur le Mont-Royal, qui nous rappelle aussi que en 1642, quand Montréal est fondé, Maisonneuve craint les inondations et promet lors d'une prière que si la ville est épargnée, il n'y a pas d'inondation sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, si, il est épargné, l'année suivante, en 1643, il va aller planter une croix sur le Mont-Royal, ce qu'il va faire. Alors, donc, en 1924, c'est un clin d'œil qu'on fait à ce moment historique lors de l'installation de cette croix. Euh, le côté aussi du Mont-Royal qui est intéressant, il y a un attachement particulier des anglophones aussi
au Mont-Royal. Comme par exemple, c'est le lieu de naissance de l'Université McGill. Comme vous voyez ici, la gravure, c'est une représentation de la maison de vacances de James McGill, qui a fait une fortune dans la fourrure et s'est installé à la campagne. Comme je vous disais, au pied de la montagne, c'était la campagne. Et au moment où il sent ses derniers jours venir, il fait dans son testament qu'il lègue sa maison de campagne, qu'il appelle Burnside. Ça vient de l'écossais, qui voudrait dire ruisseau et campagne, là. Il y a peut-être quelqu'un qui parle mieux l'écossais que moi qui pourrait me corriger. Je pense que ça veut dire ruisseau. Néanmoins, il y avait sa maison de campagne là et il décide de la donner. Et il va donner aussi un montant d'argent pour financer la création d'une université. Ça va être la naissance de l'université McGill qui va prendre pied à cet endroit-là. Alors, donc, et si vous regardez le symbole de l'université McGill, c'est niaiseux, j'ai pas mis l'image dans mon diaporama, mais il y a trois pointes blanches dans le logo qui représentent les trois sommets du Mont-Royal. Alors, pour les anglophones, comme je disais, dont les McGill, il y a vraiment un attachement à la montagne aussi. Là, on voit l'entrée de l'Université McGill quand il y a un premier pavillon qui a été bâti en 1843 et qui a été rebâti dans les années 1880. Alors, c'est une photo qui date peut-être de cette période-là. Donc, l'ancien chalet, l'ancienne maison de M. McGill n'était plus là. Chose intéressante aussi, c'est le Square Phillips. On sort des grands parcs, là. Euh, c'est en face de chez l'abbé, sur la rue Sainte-Catherine. C'est intéressant car le Square Phillips, c'est l'endroit où va commencer à déménager une élite qui était dans le Vieux-Montréal, une élite commerciale, une élite financière, qui va déménager parce que, comme je vous disais, sur le bord du fleuve, c'est rendu industriel, les installations portuaires, c'est pas très convivial. Alors, on déménage un peu plus loin sur la rue Sainte-Catherine, qui est à l'époque, on parle un peu avant les années 1850, la rue Sainte-Catherine, qui est une rue résidentielle. Et d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs des églises qui nous représentent, parce que des églises, on en bâtit où il y a des populations qui vivent à ces endroits-là. Alors, ces gens-là s'installent, des églises sont bâties pour les desservir. Alors, et il y a deux marchands qui vont voir ça, ils vont dire, on va tenter le risque, on va quitter le Vieux-Montréal. À l'époque, ils ne disaient pas Vieux-Montréal. On va quitter la ville, on va aller s'installer dans le faubourg Saint-Antoine, ce qu'on appelle le centre-ville aujourd'hui. Euh, alors, on parle donc de James Morgan, le magasin en détail à rayon, à grande surface, qui va devenir un jour l'abbé. Donc, quand je vous parlais d'église, l'église Saint-James, qui date des années 1880. Vous avez aussi l'église Christ Church, qui est là depuis très longtemps. Elle, c'est les 1857 à peu près que l'église a été bâtie. Euh, et un autre grand commerçant, un des premiers à s'installer dans ce coin-là, après Morgan, il y a eu Burks aussi. Burks et Morgan, c'est les deux à se dire, on suit notre clientèle. Fait que c'était vraiment, à l'époque, des gens se sont dit, ils sont téméraires, ils prennent des chances. Mais ils avaient vu juste. C'était un lieu de rassemblement, un square. Alors, le Morgan, il sera, regardez, j'agite ma souris ici, Morgan sera ici, là. Donc, c'est hors de l'écran. Dans le parc, on retrouve le monument qui rend hommage à Édouard VI, le roi d'Angleterre. Alors, et c'était une cérémonie lors de la victoire des Alliés en 1945. Alors, remarquez l'édifice qui est ici. On retrouve près de ce parc-là, près de ce square-là, donc des institutions, des églises, un milieu de vie, mais c'est les gens aisés qui vivent dans ce coin-là. C'est une élite. Ils vont créer à cet endroit-là l'ancêtre du Musée des Beaux-Arts. C'est le Montreal Art Association qui naît en fait à cet endroit-là. Alors, c'était pas très grand. Ils vont déménager plus tard en 1912 sur la rue Sherbrooke, mais ça a commencé là dans les années 1880. Alors, on a une belle encore représentation de chez Morgan. Regardez cette gravure, cette représentation de l'église Christchurch, et on est à côté. Alors, vous pouvez voir le côté bucolique qu'on retrouvait autrefois dans ce secteur-là. Tantôt, je parlais justement du Art Association of Montreal, qui était dans cet édifice.
Et aujourd'hui, c'est ça qu'on retrouve. Seigneur, que c'est beau, hein? Mais Burger King, c'est toujours bien bon aussi, hein? Je vais par là-bas. Je vais arrêter de dire des niaiseries. Une gravure de l'Art Association of Montreal. Une autre représentation en face du Square Phillips, à côté de chez Morgan, où on célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vraiment, c'était un coin qui était vraiment couru. C'était encore beaucoup de gens qui y vont, mais autrefois, c'était vraiment central pour des réunions, pour des festivités. On approche de la fin. Il y a le Carré Saint-Louis qui est intéressant aussi. Le Carré Saint-Louis, qui est à l'origine, ce qui va surprendre, c'était pas un parc, c'était un réservoir. En 1848, c'est une autre représentation qui provient des publications de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. C'est une représentation de qu'est-ce qui va devenir le square Saint-Louis. C'était un réservoir, car en 1848, la technologie, on n'a pas la force dans les boyaux pour projeter des jets d'eau pour les pompiers, là, pour éteindre des incendies. Alors, la meilleure méthode, c'est de placer les eaux en hauteur, en haut d'une côte ou en haut d'un château d'eau. Vous savez, les tours avec un réservoir. Alors, donc, ce que vous voyez ici, c'est les débuts. Il y avait quand même un petit espace pour aller marcher, là, quand même. Il y avait un petit côté bucolique pour aller marcher, mais la mission première, c'était un réservoir. Tantôt, quand je parlais d'un grand incendie qui avait eu lieu en 1852 et qu'une population avait dû quitter le bas de la rue Sherbrooke, les quartiers populaires, pour aller au nord de la rue Sherbrooke, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'incendie de 1852? Au mois de juillet, le réservoir qu'on appelait le réservoir Saint-Jean-Baptiste, il avait été vidé de son eau pour l'entretien. Alors, ça n'a pas servi. C'est vrai, ça n'a pas servi à ce moment-là. C'est vraiment une tristesse. Alors, c'est à l'approche des années 1880 que ça va devenir un parc. Et c'est autour de ce parc-là que va s'installer une bourgeoisie canadienne-française. Beaucoup d'artistes viennent s'établir là. Parce que tout à côté, vous avez le quartier latin, hein. On en parlait tantôt, quand on parlait du Square Vigée et tout ça. Vous aviez l'Université de Laval à Montréal. Vous aviez la Bibliothèque Saint-Sulpice. Il y avait plusieurs maisons d'enseignement dans ce secteur-là. Puis éventuellement, ils s'éloignent de la ville, commencent à devenir un peu bruyants. Ils montent la côte de la rue Sherbrooke. Ils s'installent autour du Carré Saint-Louis, sur la rue Vigée, sur Saint-Hubert. Et même à certains endroits, on retrouve des belles maisons bourgeoises sur la rue Sherbrooke. Si vous allez au Carré Saint-Louis, vous allez voir cette fontaine qui est toujours en place, là. On se parle, on est en mois d'avril 2025, là. C'est une fontaine qui n'était pas au Carré Saint-Louis à l'origine, qui était au Square Vigée, qui a été déménagé dans les années 30 dans le parc, dans le square, dans le carré Saint-Louis. En passant, l'appellation carré et square, les deux sont valides. Alors, en français. Et il y a d'autres choses aussi qui proviennent. Donc, cette fontaine est arrivée dans les années 30 dans le carré Saint-Louis. Et aussi cette Vespasienne, cette toilette publique qui a été déménagé lors de l'aménagement de l'autoroute Ville-Marie. Donc, on va déménager cette Vespasienne de l'ancien Square Vigée à cet espace-là. Alors, ça a été une Vespasienne pendant quelques années, mais maintenant, c'est plus un petit café. L'été, vous pouvez vous y acheter une glace. C'est bien agréable. Alors, le Carré Saint-Louis, il y a d'autres parcs aussi qui sont d'intérêt. On est toujours dans le quartier du plateau Mont-Royal. Vous avez le parc Laurier qui était à l'origine une carrière. Les carrières, d'ailleurs, dans l'histoire de Montréal, ont tendance à reculer. Plus que la population investit un territoire pour y habiter, ben, c'est une mauvaise cohabitation. Le dynamitage, le bruit et tout ça, la poussière. Souvent, les carrières ils vivent un peu en retrait des endroits qui sont habités. Le plateau Montréal commence à s'habiter, à se lotir vers fin 19e, début 20e siècle. Ça commence à avoir une bonne densité de population. Alors, c'est en 1895 que la ville va acheter l'ancienne carrière et dépotoir aussi. Comme la carrière Miron, ça a servi aussi de dépotoir, cet endroit-là. En 1925, la ville va décider de baptiser le parc Laurier, car sinon, avant, il s'appelait le parc Crémazie, en l'honneur du poète Octave Crémazie, car au début du 20e siècle, c'était un poète qui était immensément connu.
Un personnage qui n'est pas immensément connu et qui le serait. Et à mon avis, il mériterait un nom sur une rue ou une ruelle ou même dans le parc Laurier. C'est un homme qui s'appelait Jean-Marie Savignac. Et c'est un homme qui était un élu, un échevin du plateau Mont-Royal. Et il y a eu, c'est à lui on doit la construction du chalet que vous avez dans le parc Laurier pour la tenue d'activités culturelles ou de toutes sortes de loisirs, et aussi de la plantation d'arbres. L'apparence du parc Laurier, on revient pas mal à cet homme-là. Et il y a un événement qui se passe dans les années 50 où on souhaite prolonger la rue Christophe Colomb à travers le parc Laurier. Et cet homme-là va se lever contre ça et il va gagner sa bataille. Donc, si le parc Laurier n'a pas été défiguré, alors c'est grâce à cet homme-là. Puis d'ailleurs, si vous retournez dans ce parc, approchez du bâtiment, vous allez voir dans le haut des fenêtres, là, dans les linteaux de fenêtres, on peut voir dans les vitraux quelques inscriptions, dont la contribution de M. Savignac. Alors, moi, je pense bien que M. Savignac mériterait un nom dans quelque chose proche du parc Laurier ou sinon dans le parc lui-même. Dans le nord de l'île, il apparaît aussi des ponts dans le nord de la ville dans les années 1980. Le pont de la 13, le pont Papineau. Tout ça va amener une spéculation foncière, des gens qui veulent construire des tours d'habitation. Car comparé à nos amis lavallois de l'autre côté, des berges montréalaises le long de la rivière des Prairies, c'est le côté où il n'y a pas eu de révolution industrielle. C'est des berges naturelles. Il y a quelques, par exemple, l'île de la Visitation, qui sont d'anciens sites des moulins. Il y a eu une petite exploitation industrielle, mais c'est quand même un monde rural qu'il y a eu là pendant longtemps. Et du côté de Lavallois, c'est la même chose. Mais à Laval, dans les années 60, 70, 80, et même plus tard avec le maire Vaillancourt, c'est la poussée des tours d'habitation qu'on va retrouver le long de la rivière des Prairies, qui est, à mon avis, un massacre de paysages. Car la rivière des Prairies, j'aime beaucoup le fleuve Saint-Laurent, mais la rivière des Prairies, je la trouve beaucoup plus belle en raison de son apparence naturelle à certains endroits. C'est vraiment un petit lieu de nature. Et d'ailleurs, il y a des endroits qu'on va vouloir protéger du développement et de la pression immobilière et foncière par l'arrivée de ces ponts-là dans les années 70. Le pont Papineau, c'est 70, puis le pont de 13, c'est 77, je crois. Alors, oh, pardon. Alors, on a une carte ici de Montréal et vous avez un parc qui s'appelle le parc du Cap-Saint-Jacques. Il y avait le parc aussi qu'on appelle le Bois de Liesse. Il y en a un autre qui s'appelle le Bois de Saraguet. Vous avez le parc nature de l'île de la Visitation et vous avez le parc nature de la Pointe aux Prairies. C'était un réseau de parcs qui a été créé tous à la même époque pour protéger des espaces verts qui étaient menacés. Alors, c'était une intervention que la ville de Montréal avait faite en partenariat avec l'ancienne communauté urbaine de Montréal. Vous avez un parc nature aussi sur l'île Bizarre. Vous savez, au Cap-Saint-Jacques, c'était des riches anglophones qui s'étaient installés comme fermiers, gentlemen farmers. Pensez à notre James Logan, c'était un peu la même logique. Des fermiers qui s'installent et ils ont des activités commerciales en ville, mais ils ont un personnel d'employés qui font l'exploitation agricole. On retrouvait des mêmes choses dans les parcs Bois de Liesse et Bois de Saraguet. Comme Bois de Liesse, vous aviez une dame qui faisait de l'élevage, par exemple, de vaches et de chevaux. Alors, jusque l'arrivée de ces ponts-là. Alors, puis éventuellement, quand les ponts arrivent, elle décide de vendre. Et éventuellement, la ville va acheter ces terrains-là, car c'est des terrains relativement vierges. Vous avez l'île de la Visitation, où vous avez des moulins qui sont là depuis l'époque de la Nouvelle-France. Un site des moulins exceptionnel, d'ailleurs. On avait harnaché le pouvoir d'une rivière dans les années 1720 pour construire une série de moulins. Pas un moulin, mais plusieurs moulins. Du point de vue de l'accomplissement technique, c'était dans les années 1720. Il n'y a pas d'équivalent au Québec à ce moment-là. Une histoire aussi industrielle par la suite. Et à la fin de son exploitation industrielle, c'est l'expropriation par la ville et on va créer un lieu qui est formidable à découvrir. Et vous avez aussi complètement dans l'Est, où un parc, vous avez des cerfs d'Amérique, hein. Il y a des animaux sauvages sur l'île de Montréal. Pas en grand nombre, mais il y en a toujours eu. Alors, vous avez le parc de Pointe-aux-Prairies, qui était des anciennes terres agricoles.
D'ailleurs, vous allez dans ce coin-là, il y a une maison ancienne qui s'appelle la Maison Bleau, qui est un peu incluse dans ce parc-là. Alors, vous allez voir, c'est un monde rural, là. C'est une belle maison canadienne qui appartient à la ville de Montréal. Donc, une vue à partir du pont de la 13, de ces espaces naturels. Comme ici, c'est un espace protégé, c'est pas un parc, c'est ce qu'on appelle l'île aux chats. On ne sait pas pourquoi ça s'appelle l'île aux chats. Il y a plusieurs hypothèses, mais il n'y en a pas une qu'on est certain. Alors, le pont Papineau, qui est bâti en 1970, une grande réalisation d'architecture et d'ingénierie québécoise, mais ça va beaucoup perturber le milieu. Comme là, vous voyez l'intersection du boulevard Gouin et de la rue Papineau. Fait qu'aujourd'hui, là, pour traverser le pont, vous descendriez vers là. Alors, on s'en irait vers la ville, vers le sud. Alors, on va devoir démolir des maisons dans ce secteur-là pour construire le pont Papineau. Et le pont aussi va amener aussi du bruit. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont créer des associations pour protéger les maisons anciennes, pour protéger le milieu naturel. Et c'est un mouvement citoyen comme ça, au bois de Liesse et au bois de Saraguay aussi. C'était pas des groupes organisés ensemble, mais ils avaient le même combat citoyen qui va mener au même résultat, à la création du réseau des parcs nature, comme je vous disais, qui sont essentiellement placés le long de la rivière des Prairies. Euh, on s'en va un peu plus, toujours dans le nord, mais on est plus vers le milieu, dans Saint-Michel. Sans faire de mauvaises blagues, Saint-Michel, c'est un trou. Je dis ça parce que à peu près 40%, plus de 40% du territoire de Saint-Michel, c'est des anciennes carrières. C'est des trous physiquement. Alors, c'est des carrières, il y en a là depuis le milieu du 19e siècle. Il y en avait même des petites exploitations, mais rien pour écrire à sa mère. Mais néanmoins, c'est la révolution industrielle qui fait que la ville a besoin de matériaux, de la pierre qu'on casse, c'est du ciment, toutes sortes de choses pour construire des choses toutes sortes de choses pour construire des choses, oui. Alors, donc, la carrière Miron est loin de la ville. Donc, on va pouvoir faire des grandes exploitations. La carrière Miron s'appelle comme ça seulement depuis 1947, quand la carrière est achetée par la famille Miron. Sinon, c'était des carrières indépendantes. Néanmoins, ça commence à être une grande exploitation qui va amener beaucoup de gens à venir s'installer là pour les emplois, dont beaucoup de gens issus de la communauté italienne. Éventuellement, une carrière, quand vous atteignez la profondeur d'à peu près 70 mètres, là, euh, le calcaire qu'on y extrait, il est plus intéressant. Il n'y en a plus. Alors, souvent, une manière qu'on va faire pour rentabiliser ce trou-là, c'est faire de l'enfouissement de déchets. C'est qu'est-ce qu'on va faire la carrière Miron dans les années 60. Donc, rapidement, ce grand donneur d'emploi va devenir euh, une nuisance. D'ailleurs, il y avait les cheminées, la carrière Miron. Et vous voyez, c'est quand même près des habitations. Alors, quand il y avait des dynamitages qui étaient ratés, il y avait des maisons qui étaient endommagées, des automobiles aussi, et aussi le camionnage qu'on devait faire pour faire sortir le ciment, les pierres. Et quand on va faire de l'enfouissement, le camionnage va encore plus augmenter dans Saint-Michel pour accès au parc. Et l'enfouissement aussi avec les odeurs, les rongeurs, toutes les vermines qui amènent. Ça devient vraiment une grande nuisance. Et dans Saint-Michel, les gens autrefois ne se disaient pas Michellois. Ils se disaient, je suis de la paroisse Christ-Roi, je suis de la paroisse René Goupil, je suis de la paroisse Saint-Yvette. Il n'y avait pas vraiment un sentiment de Michellois, c'est des gens qui se voyaient pas. C'est vraiment une grosse nuisance qui va amener ces gens-là à se rassembler, à créer des tables de concertation, il y en a eu plusieurs. Puis un jour, ça va mener à un organisme qui s'appelle Saint-Michel en santé, qui existe toujours, qui a été un des grands acteurs dans le quartier Saint-Michel et aussi des grandes choses qui vont arriver pour qu'on tourne cette nuisance-là en beau parc, c'est le départ de Jean Drapeau. Je suis méchant. Jean Drapeau, qui est un maire bon, qui a laissé sa trace dans l'histoire de Montréal, mais c'est un maire extrêmement centralisateur. Et quand arrive une nouvelle administration avec Jean Doré, début des années 80, on crée les bureaux d'audience publique où les gens peuvent aller faire des doléances, présenter des problèmes, des idées, peu importe. Et le problème avec Jean Doré, par exemple, ça ne menait pas à des choses concrètes.
Il va falloir attendre l'administration de Pierre Bourque pour vraiment donner du concret. D'ailleurs, M. Bourque va confier des dossiers de la gestion de l'évolution de ce dossier-là à Saint-Michel en santé. Alors, à Vivre Saint-Michel en santé. Alors, il fait participer les gens de Saint-Michel à sa prise en main. Alors, éventuellement, il y a eu beaucoup de nuisances dans ces endroits-là. Il y a des décennies de déchets à cet endroit-là. Et c'est donc en dessous du sol. Et on retrouve aussi du liquide dans la partie nord-ouest du parc, ce qu'on appelle du lac Siviat. Du lac Siviat. Ouais, c'est ça, c'est du jus de vidange. Du jus de vidange. C'est probablement une des affaires les plus toxiques qu'on retrouve dans le parc. Par un système de pompe et de tuyauterie, on tente de le récupérer puis de s'en débarrasser, de le traiter. Néanmoins, les autres déchets, par exemple, ça, c'est en dessous du sol. Vous avez plusieurs épaisseurs de sol qui sont placées par-dessus les déchets. Vous avez de la terre, vous avez de la pierre, vous avez différents types de sédiments, là. Je ne pourrais pas vous dire dans quel ordre, mais bon, il y a plusieurs couches et aussi des membranes qui permettent à ce qui est contaminé de rester dans le fond du sol ou sinon les eaux de la pluie, d'amener ces contaminants-là et de les amener ailleurs. Alors, c'est vraiment un travail d'ingénierie brillant qui a été fait dans le parc Frédéric Bach. Parc Frédéric Bach, d'ailleurs, le nom vient parce que dans les dernières années, l'appellation, c'était le complexe environnemental Saint-Michel, qui était né avec Pierre Bourque. Donc, le parc Frédéric Bach, c'est rendre hommage à l'artiste qui a fait L'homme qui plantait des arbres. Parce que le parc Frédéric Bach, on a planté des arbres. Les arbres, ils sont pas matures encore parce que des arbres avec des grandes racines, c'est pas possible. Parce que ce qui est en dessous en ce moment, il va falloir attendre que cette forêt-là, ces arbres-là deviennent à maturation. C'est vraiment. Moi, je suis abasourdi de ce projet-là. Je suis en amour avec ce projet-là. Puis d'ailleurs, dans les vidanges qui sont en dessous, ça émet un gaz. Et ce gaz-là se rend jusqu'à une usine que vous voyez ici. Ça a changé de nom, quelques noms, là. À un moment donné, ça s'appelait Gazmont, Biogaz, en tout cas. Mais cette usine-là récupère le gaz et fait de l'électricité et le revend. Il y a un contrat avec Hydro-Québec. Hydro-Québec achète de l'électricité à cette usine de gaz-là. Fait que c'est vraiment ingénieux. Et quand vous vous promenez dans le parc Frédéric Bach, plusieurs images d'ailleurs proviennent de leur page web de la l'ATOU, par exemple. La l'ATOU qui organise des visites d'ailleurs du parc Frédéric Bach. Je vous invite à aller faire ça. Et on retrouve ces boules blanches qui sont des capteurs de gaz qui sont envoyés à l'usine qui traite le biogaz. Alors, c'est vraiment très ingénieux. Avec les années, c'est un parc qui va gagner en canopée. La grandeur des arbres, la végétation va gagner en ampleur. Il y a aussi des choses intéressantes qui sont jointes au parc. Vous avez aussi l'ATOU, vous avez aussi le Cirque du Soleil, l'École nationale du cirque. Et comme le Cercle du Soleil et la TOU, ça crée beaucoup d'emplois pour les jeunes du quartier. On ne se le cachera pas. Saint-Michel, c'est un quartier avec des gens qui sont de minorité visible. Quoique dans Saint-Michel, c'est plus moi qui ai une minorité visible. Euh, ben, se trouver un emploi en s'appelant Mohamed ou en étant haïtien, en étant noir, ben, c'est des endroits où on peut trouver des emplois. Ça a permis de faire un débouché pour des gens du quartier. Fait que c'est vraiment, cet endroit-là, c'est vraiment magnifique. Puis surtout dans Saint-Michel, il n'y avait pas de grand parc autrefois. C'est un quartier de pauvreté, où il y a des problèmes de pauvreté, mais c'est un quartier où, lors des canicules, il n'y a pas d'espace vert. Il y avait des petits parcs de coin de rue, mais avec ça, c'est vraiment une plus-value pour ce quartier-là. Et d'ailleurs, vous avez des gens qui viennent de l'international pour venir visiter cet endroit-là, pour voir comment on a tourné cette nuisance-là en plus-value. Et ce qui est magnifique aussi en arrière de ce projet-là, de ce parc-là, c'est le mouvement citoyen qui a poussé les gens à ça. Vous savez, la démocratie, c'est pas juste les politiciens qui sont en haut. Si on s'organise en bas, des fois, on peut arriver à faire des choses. Euh, je reviens plus proche de notre époque. Le parc Frédéric Bach est ouvert dans les années 2000, il n'y a pas très longtemps. Mais en 2019, c'est l'ouverture d'un parc qui est sur l'avenue Mont-Royal, près de Montana. C'est le parc qu'on appelle Fleur de Macadam, car c'est un garage
qui appartenait ici. Vous voyez, c'est un garage. Le parc est ici. C'est un petit parc. C'est une place, en fait, plutôt qu'un parc. C'est un endroit où il y avait le garage qui appartenait au père de Jean-Pierre Ferland. D'ailleurs, vous avez une chanson de Jean-Pierre Ferland qui s'appelle Les fleurs de macadam, et c'est pour cela que le parc s'appelle ainsi. Alors, la station d'essence va fermer à la fin des années 90, début 2000, et pendant plusieurs années, c'est rien fait, il ne se passait rien. Probablement aussi que le terrain était décontaminé, à décontaminer. C'était une station d'essence. Fait que probablement qu'il y avait des travaux de décontamination à faire. C'est la ville, éventuellement, qui va acquérir le terrain pour faire un espace de vie à cet endroit-là. S'il y a des gens qui connaissent le secteur, vous avez où l'édifice qui est ici, c'est une ancienne épicerie. C'est une épicerie qui est là maintenant, là. Je crois que c'est un Provigo. Je suis un peu gêné parce que c'est l'épicerie que je vois tous les jours quasiment. C'est un Provigo. Alors voilà. Donc, on peut voir le parc, la place Fleur de Macadam ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a fait beaucoup de végétation. On a enlevé le plus d'asphalte possible. En fait, c'est un parc qu'on appelle un parc éponge. Car, vous savez, avec l'urbanisation qui se poursuit à travers les années jusqu'à nos jours, l'urbanisation, le développement des villes, ça veut dire plus d'asphalte, moins d'endroits pour l'eau de la pluie ou des inondations où aller disparaître et absorber. On commence à voir apparaître à différents endroits dans le monde des parcs qu'on appelle des parcs éponges qui vont absorber l'eau de la pluie. Alors ici, c'est donc une végétation qui va grandir avec les années. Ça va repasser dans quelques années, les arbres ils vont avoir une plus grande dimension. Et la terre qui est ici absorbe l'eau. Et vous avez même des petites tranchées qui permettent d'absorber l'eau. Et c'est un parc en beau milieu urbain où des familles, car depuis quelques années, un problème à Montréal, c'est la rétention des familles. Donc, de créer des espaces pour les familles, que ça soit agréable. Vous allez à cet endroit-là, au beau milieu de l'espace, il y a des jets d'eau, il y a un employé de la ville avec des ballons pour les enfants pour qu'ils puissent jouer dans l'eau. Alors, c'est un lieu sécuritaire. Le soir, il y a un autre fond un peu, des fumeux de potes, on pourrait dire, mais il ne cause pas de trouble. Fait que, bon, vivre et laisser vivre. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu. Le parc des Fleurs de Macadam, c'est un parc où les gens du quartier se retrouvent aussi. Fait que c'est vraiment. Les parcs aussi, ça sert à ça aussi. C'est un lieu de diffusion culturelle, d'activités sportives, mais aussi de lieux de rencontre. Alors, le parc Fleurs de Macadam, c'est une belle réalisation, un beau parc éponge. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez visiter mon site web, stéphanetessier.ca. Là, c'est le mois d'avril qui s'en vient. J'ai des visites guidées qui s'en viennent. Alors, début avril, j'ai des nouvelles visites comme dans Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles. J'ai le parc Frédéric Bach qui va être plus tard durant l'année. Mais j'ai le quartier chinois aussi au mois de mai. Alors, j'ai des nouvelles visites pour vous cette année. Puis j'ai mes vieux classiques que j'ai à l'horaire. Fait que allez consulter mon site web en espérant que vous avez apprécié cette vidéo.